Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h. Dans l'actualité de ce mardi, Nicolas Sarkozy va passer sa première nuit en prison. C'est la première fois qu'un président de la République est incarcéré. Il a quitté son domicile tôt ce matin entouré de sa famille pour se constituer prisonnier à la Santé. Ses avocats ont déjà déposé une demande de remise en liberté. Des scènes apocalyptiques après le passage de la tornade meurtrière dans le Val d'Oise hier soir. 1 mort et 9 blessés. Comment expliquer la violence de ces phénomènes très localisés et imprévisibles ? On en parle dans ce journal alors que Météo France prévient une tempête de très grande intensité va balayer la France ce jeudi. Y aura-t-il un référendum sur les retraites ? Emmanuel Macron ne l'exclut pas après une journée marquée par une passe d'armes entre le président et son Premier ministre sur la suspension de la réforme des retraites. Suspension qui sera officialisée ce jeudi en Conseil des ministres. 2 jours après le vol spectaculaire du Louvre, l'enquête se concentre sur une nacelle volée il y a 10 jours. Elle aurait permis aux cambrioleurs de monter sur le balcon et de pénétrer à l'intérieur du musée. Le Louvre qui vient d'évaluer le préjudice des joyaux dérobés à 88 millions d'euros. Et puis le grand format du 20h, un document exceptionnel ce soir réalisé par Maryse Burgot et Stéphane Guillemot. Il nous raconte le destin incroyable de Jerry, 19 ans, petit orphelin de Haïti, grièvement blessé lors du tremblement de terre de 2010. Ils l'ont retrouvé 15 ans plus tard alors qu'il a été adopté en France. Ils sont retournés ensemble pour la première fois en Haïti et c'est une magnifique histoire de résilience et de joie. C'est l'image du jour et elle est inédite. Un président français qui entre en prison, on n'avait jamais vu ça. Nicolas Sarkozy est sorti de son domicile ce matin vers 9h15, accompagné de sa femme et entouré de sa famille pour se constituer prisonnier. Il est arrivé à la prison de la Santé 20 minutes plus tard. Ses avocats ont immédiatement déposé une demande de remise en liberté. La justice a 2 mois pour se prononcer. Valérie Lerouge, Élodie Delevoye. Un couple soudé, main dans la main. Un semblant de sourire aux lèvres. 9h10, ce matin, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni sortent de leur maison du 16e arrondissement de Paris. Puis le visage se fait plus grave. L'ancien président salue les centaines de supporters venus l'encourager à l'appel de ses fils. J'ai fait 5 heures de route. Voilà, et là je vais repartir. On a des gens qui sont des voyous, des terroristes qui sont dans la nature et lui on l'amène en prison. Voilà, je trouve qu'il y a une forme d'injustice très forte. Le clan Sarkozy est là, au complet. Sa fille, Julia, et ses 3 garçons, Jean, Pierre et Louis. Une dernière étreinte avec son épouse. Et Nicolas Sarkozy s'engouffre à 9h13, dans ce véhicule noir, escorté par la police. En route pour la prison, l'ancien président affiche un regard noir. De sa voiture, il poste un long message sur les réseaux sociaux qui se termine par ces mots. Je n'ai pas de doute, la vérité triomphera, mais que le prix à payer aura été écrasant. À 9h39, le convoi pénètre dans l'enceinte de la prison de la Santé. Pas une image de l'ex-président n'en sortira. Pour les habitants du quartier, cette incarcération d'un ancien chef d'État, une première en Europe, paraît normale. C'est un justiciable comme tout le monde, il n'y a pas de raison, il ne faut pas des traitements de faveur, il n'y a pas une justice à 2 niveaux. À 16h, le sort de l'ancien président s'invite à l'Assemblée nationale. Le ministre de la Justice, critiqué notamment par l'un des plus hauts magistrats de France pour avoir annoncé qu'il rendrait visite à Nicolas Sarkozy, se justifie. Il est tout à fait normal et c'est tout à fait légitime de s'enquérir, comme pour tous les détenus de France, mais celui-ci, avouez-le, pose des questions plus complexes de sécurité, de sa sécurité. Pendant ce temps, à la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy reçoit ses premières visites au parloir de son épouse d'abord, puis à 17h, d'un de ses avocats. Il a fait du sport aujourd'hui. Il a commencé à écrire son livre. Voilà, c'est un lieu... C'est pas le club Méditerranée. Nicolas Sarkozy devrait dormir au moins plusieurs semaines en prison en attendant la décision du juge sur une éventuelle remise en liberté demandée dès aujourd'hui par ses avocats.
Dans l'actualité également, les habitants du Val d'Oise encore sous le choc après le passage de la tornade meurtrière d'hier soir qui a fait 1 mort et 9 blessés. Des grues qui s'écroulent, des toitures qui s'envolent, des arbres arrachés. Les dégâts sont considérables et les images, vous le voyez, apocalyptiques. Nos équipes ont suivi les sinistrés qui découvrent leur logement dévasté. Camille Gutin, Valérie Lucas. Complètement pliés par la force du vent. Ces 3 immenses grues se sont effondrées hier soir sur ces immeubles à Ermont dans le Val d'Oise. Les appartements sont éventrés car les engins les filles tombent. Oh là là, papa. Oh, putain, oh merde. N'ont pas résisté aux rafales de cette tornade. Ouais, c'est jeté. Sur les caméras de vidéosurveillance, on peut voir les tuiles d'une maison arrachées violemment par des rafales. Ces habitants craignent que leurs fenêtres soient soufflées. Ils tentent de les retenir. Fais gaffe que ça se casse pas sur les gueules. Paniqués, ils viennent de voir la grue tomber juste devant chez eux. Oh, la grue! Nous les avons retrouvés ce matin. La mère et sa fille sont traumatisées. On l'a vu traverser en fait la tornade. On l'a vu arriver de l'autre côté. Elle nous a soufflé de l'intérieur. Ma fille a été choquée, mais... Je vois que vous tremblez. Ouais, à y repenser, c'est très choquant en fait. La tornade a fait 1 mort et 9 blessés. Partout dans Ermont et ses alentours, les vents violents ont frappé et déraciné les arbres. Dans les rues, une impression de chaos. Les routes sont jonchées de débris et de morceaux de verre. Cette voiture a été soulevée par les vents et projetée contre le mur de cette résidence. Ce septuagénaire était dans son lit quand il a entendu la tornade frapper contre sa maison. C'est de ce côté-là que ça a tapé le plus fort. Moi, je regardais la télé. Là. Dès que les vitrons ont claqué, que les morceaux de verre et puis des bouts de tuiles me passaient au-dessus de la figure, j'ai eu le réflexe de descendre pour rejoindre mon épouse et se mettre à l'abri donc à la cave. On a le temps d'avoir peur, malgré la sidération, oui. Dans le pavillon voisin, des dégâts impressionnants. C'est vraiment une scène de crime parce que vous voyez bien qu'il y a note partout. Je ne savais pas quoi dire en fait. Tout a volé dans ce jardin. Donc la clôture du voisin, que vous voyez qui était juste là-bas. On attend que ça se passe parce qu'on ne peut rien contre la nature, malheureusement. Donc c'est vraiment la peur, sans vous le cacher. Dans le quartier, les assureurs sont déjà en train d'évaluer les dégâts. Il y a des matériels à récupérer, les enfants ont besoin... Les dommages causés par les tornades sont couverts par les assurances, mais pour être indemnisés plus rapidement, il faudrait que l'État intervienne. Concernant les tornades, pour des événements très importants comme celui-là, il peut y avoir une décision des autorités de mettre en place un arrêté de catastrophe naturelle qui va donner droit à des indemnités complémentaires et un régime d'indemnisation un petit peu différent. La région Île-de-France, elle va débloquer 1 million d'euros pour aider à la réparation et à la reconstruction des bâtiments publics endommagés. Et comment expliquer la violence de cette tornade, de ces phénomènes à la fois très localisés et totalement imprévisibles? Qu'est-ce qui s'est passé précisément hier dans le Val d'Oise en moins de 10 minutes? Les explications de Victor Frédéric, Yves Ginca et Michael Cario. Elle est apparue en quelques secondes à peine. Une tornade au vent dévastateur se déchaîne dans le ciel du Val d'Oise. Mais comment expliquer ce phénomène aussi rare qu'intense? Tout commence à 16h30 en Eure-et-Loire, avec la formation d'un orage au-dessus de la ville de Dreux. Poussée par les vents, cette cellule orageuse parcourt 70 km et s'approche d'Ermont, au nord-ouest de Paris, vers 17h40. C'est à ce moment précis que la tornade se serait formée. Au sol, des vents chauds venant du sud-ouest sont entrés en conflit avec des vents froids d'altitude venus de l'ouest, entraînant un enroulement, un tourbillon de vent qui se transforme alors en tornade. Ce qui s'est passé du côté d'Ermont, c'est que nous avons une cellule orageuse qui a pu se renforcer, se structurer davantage, et avec les conditions d'instabilité que l'on avait dans le secteur, notamment ces cisaillements de vent, c'est-à-dire des vents très différents suivant l'altitude, ça a permis de générer ce phénomène tourbillonnaire qui a duré l'espace de quelques minutes, mais qui a été intense. Quel a été son parcours exact, son intensité? Pour le déterminer, des scientifiques vont mener l'enquête dans les prochains jours et mesurer l'étendue des dégâts, seul moyen d'établir le tracé et la puissance d'une tornade.
Et on a vraiment eu l'impression de voir des images de fin du monde hier dans le Val d'Oise avec ces tornades qu'on ne voit en général qu'aux États-Unis. La France est-elle particulièrement exposée? Quelles sont les zones les plus touchées et peut-on prévoir ces phénomènes? Thomas Bayetto, Claire Blondiot et Alain Locassio vous expliquent tout. Hier après-midi dans le Val d'Oise, la nuit dernière en Meurthe-et-Moselle. Et il y a un mois dans le Morbihan, plusieurs tornades violentes ont frappé ces dernières semaines. Alors la France est-elle très exposée? Une cinquantaine de tornades touchent chaque année le pays. La plupart sont de faible intensité, mais quelques-unes font beaucoup de dégâts. Celle-ci, spectaculaire, a parcouru 206 km en 2022 sur la Normandie et le Pas-de-Calais, un record. L'une des plus meurtrières a eu lieu en 2008. Des vents de 300 km/h ont fait 4 morts dans le nord. C'est justement dans ces deux régions, les Hauts-de-France et la Normandie, que les tornades sont les plus fréquentes. Alors sont-elles prévisibles? Difficilement. Aux États-Unis, ces passionnés les chassent. Vas-y, fonce. Mais c'est toujours au dernier moment qu'ils les trouvent. Très localisé, le phénomène est compliqué à prévoir. Les tornades sont souvent liées aux orages, et particulièrement les orages les plus puissants. Et déjà, les orages, ce sont des phénomènes qui sont difficiles à prévoir. Donc vous vous doutez que quelque chose qui est lié à un phénomène déjà difficile à prévoir, ça l'est encore plus. Et faut-il s'attendre à de plus en plus de tornades? Aucune étude n'indique aujourd'hui que le réchauffement climatique provoque une augmentation de ces phénomènes extrêmes. On peut juste dire qu'en moyenne, au niveau global, dans un climat plus chaud, aux moyennes latitudes, les nuages d'orage vont être potentiellement plus intenses et donc potentiellement ça favorise la formation des tornades. Chaque année en France, en moyenne, 5 tornades font des dégâts très importants. Il n'y a pas que dans le Val d'Oise. Nice aussi a subi des intempéries intenses. Les pluies abondantes ont provoqué, vous le voyez, un glissement de terrain derrière un immeuble de 4 étages. Une coulée de boue a envahi la résidence. Une personne a été blessée. Une vingtaine d'habitants ont été évacués. Audrey Richier, Laurent Verdy et Hugues Nicolas. Un torrent de boue jusque sur le lit. Un arbre au beau milieu de la chambre. Nuit cauchemardesque pour Gilbert Manaresi, qui a dû secourir sa femme, prise dans l'éboulement. J'ai entendu un énorme vacarme, mais alors quelque chose je pensais que c'était le tonnerre, moi. Et j'entends au secours, et j'ai vu la boue sortir de dessous la porte. Et j'ai forcé, j'arrivais pas parce que j'ai un arbre qui m'empêchait. J'ai un arbre qui est rentré dedans. Et j'ai trouvé ma femme coincée entre le lit et la commode. Elle était allongée dans la boue, je ne savais plus où elle était. Ce soir, la résidente de 66 ans qui souffre de plusieurs contusions est sortie de l'hôpital. L'éboulement s'est produit dans la nuit. Vers 1h du matin, le mur de soutènement qui borde cet immeuble de 4 étages sur les hauteurs de Nice s'effondre et la boue dévale dans les appartements du rez-de-chaussée. Il y a la petite colline qui s'est écroulée à Guéraud. Je dis, c'est possible. C'est impressionnant, c'est incroyable. 3 autres logements ont été endommagés. Un glissement de terrain qui intervient au terme d'une longue journée d'intempéries hier. On a constaté une rupture de canalisation d'eau, sans doute due aux fortes pluies et au changement de climat. On a un petit refroidissement et donc petit mouvement de terrain qui a entraîné la rupture de la canalisation. Alors que les travaux sur la canalisation rompue ont permis de rétablir l'eau ce soir, la sécurisation du site devrait prendre au moins quelques jours afin que les 20 résidents évacués puissent retrouver leur domicile. Dans l'actualité également, 2 jours après le casse du siècle, le Louvre vient d'évaluer le préjudice du vol des joyaux historiques à 88 millions d'euros. Et la traque se poursuit pour retrouver les 4 malfaiteurs. L'enquête se concentre désormais sur une nacelle volée le 10 octobre dernier qui aurait permis aux cambrioleurs de monter sur le balcon et de pénétrer à l'intérieur du musée. Nathalie Pérez, Stéphane Lisny. C'est peut-être un élément qui va faire progresser l'enquête. La police a remonté la piste de ce monte-charge utilisé par les malfaiteurs pour accéder au premier étage du Louvre. L'engin a été volé dans le Val d'Oise, à une quarantaine de kilomètres de Paris, dans une commune, ça ne s'invente pas, nommée Louvre. L'histoire commence ici, le 10 octobre dernier.
Le propriétaire d'un monte-charge mis en vente sur un site de petites annonces est contacté par un acheteur. Mais au moment de la vente, les malfaiteurs sous la menace lui volent son engin. C'est dimanche, en voyant ces images diffusées en boucle par les médias, que l'homme reconnaît son bien et prévient aussitôt la police. C'est important de récolter le témoignage de la personne qui a vendu en effet son monte-charge, qui a dû forcément physiquement rencontrer quelqu'un. Est-ce que c'est directement des malfaiteurs ou si c'est un complice, on ne sait pas. Et justement, voilà, ça sera forcément un témoignage extrêmement important. L'enquête se poursuit avec la collecte d'indices, des analyses scientifiques et l'audition de nombreux témoins. Un braquage qui continue à mettre le gouvernement sous pression. Face à la polémique sur les failles de la sécurité, cet après-midi, la ministre de la Culture répondait aux attaques. Est-ce que les dispositifs de sécurité du musée du Louvre ont été défaillants? Non, ils n'ont pas été défaillants. C'est une réalité. Les dispositifs de sécurité du musée du Louvre ont fonctionné. La procureure de Paris a révélé ce soir que le préjudice de ce vol est évalué à 88 millions d'euros. Oui, et le cambriolage du Louvre vient s'ajouter à une longue liste de vols dans les musées français. On vous avait parlé en septembre dernier du spectaculaire cambriolage de pépites d'or au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Eh bien, on a appris qu'une ressortissante chinoise de 24 ans avait été arrêtée à Barcelone quelques jours après. Déjà connue des services de police, elle a été mise en examen et écrouée pour vol en bande organisée. Margot Subra-Gomez et Mathieu Auville. Le mystère du vol au Muséum d'histoire naturelle est-il en train de s'éclaircir? Un mois avant le Louvre, de l'autre côté de la Seine, cet autre musée parisien était visé. Cette fois, ni braquage en plein jour, ni équipe de malfaiteurs. C'est une Chinoise de 24 ans qui a dérobé seule plusieurs pépites d'or. Préjudice total, 1,5 million d'euros. Dans la nuit du 15 au 16 septembre dernier, peu après 1h du matin, elle entre par effraction. Tout de noir vêtue, elle se faufile dans un petit trou découpé à la disqueuse au travers des portes du musée. Un policier qui a vu la vidéosurveillance témoigne. On s'est dit que c'était une artiste de cirque. Elle finit par atteindre la galerie de minéralogie où, à l'aide d'un chalumeau, elle brise une vitrine pour voler les pépites d'or. Elle quitte les lieux vers 4h du matin, abandonnant sur place le chalumeau, une disqueuse, un tournevis, des bonbonnes de gaz et des scies. Elle parvient à prendre la fuite. La justice soupçonne des complicités. Elle a ouvert une enquête pour vol en bande organisée. Pour pouvoir avoir des moyens logistiques tels que cela, en tout cas, il y a des investigations qui devront permettre de comprendre comment est-ce que cette personne a pu prendre la fuite et être aussi mobile aussi rapidement. Les 15 jours suivant le vol, elle voyage dans plusieurs pays. C'est finalement à l'aéroport de Barcelone qu'elle est arrêtée le 30 septembre dernier. Elle s'apprêtait à regagner la Chine. En sa possession, 1 kilo d'or fondu. L'enquête devra déterminer où sont passés les 6 kilos d'or dérobés au Muséum d'histoire naturelle. Et tous ces vols d'œuvres d'art soulèvent la question de la protection de notre patrimoine. Bonsoir Dorothée Lachaud. Bonsoir Léa. Les bijoux dérobés au Louvre étaient-ils couverts par une assurance? Malheureusement non. Impossible Léa d'assurer ce qui est souvent en fait inestimable. Parce que au-delà de la valeur monétaire des 8 joyaux de la couronne qui ont été dérobés, il y a évidemment leur valeur historique. Impossible à chiffrer. Souscrire une assurance coûterait donc trop cher au musée et s'engager à rembourser serait aussi trop cher pour les assureurs. Résultat, ça peut paraître fou, mais en France, la majorité des œuvres de nos 61 musées nationaux ne sont donc pas couvertes par une assurance privée. C'est l'État qui assume seul le risque de perte, de vol, de dégradation, comme c'est le cas aujourd'hui. Et c'est la même chose pour les collections privées? Non, là, que ce soit les galeries ou les collections privées, elles ont l'obligation d'être couvertes par une assurance. Et c'est valable aussi quand une œuvre quitte un musée public. Je vous donne un exemple. Quand la France a prêté des tableaux au Louvre à Abu Dhabi pour leur exposition sur l'impressionnisme, les primes d'assurance ont atteint au total 1 milliard d'euros. Et ces assurances, elles peuvent être utiles, Léa. En février, regardez, à Miami, une collectionneuse a malencontreusement brisé, en tapotant dessus, une petite sculpture de verre de Jeff Koons dans ce style, estimée à plus de 39 000 euros quand même. Heureusement pour elle, dans ce cas-là, c'est l'assurance qui a pris en charge les frais. Merci à vous, Dorothée.
Dans l'actualité, Emmanuel Macron va-t-il soumettre la question des retraites à référendum? Le président ne l'exclut pas à l'issue d'une journée marquée par un imbroglio entre lui et son Premier ministre sur la suspension de la réforme des retraites. Clarification ce soir, elle sera officialisée jeudi prochain en Conseil des ministres. Alexandre Peyrou et Alexandre Dupont nous racontent cette nouvelle journée de tension pour Sébastien Lecornu. Séance tendue de questions au gouvernement, encore et toujours autour d'une même question. La réforme des retraites. Cet après-midi, nouveau coup de pression du Rassemblement national et des socialistes. La suspension de la réforme des retraites avec laquelle vous avez acheté la non-censure du Parti socialiste ressemble de plus en plus à une fausse promesse. Il demeure une obligation de résultat. Nous ne vous prenons pas aux mots, nous vous jugeons aux actes. Le Premier ministre est sommé de rassurer et de donner des gages à la gauche. La suspension, c'est bien la suspension des 2 mesures, et âge et nombre de trimestres. Le Conseil d'État a été saisi cette nuit d'une lettre rectificative et qu'un Conseil des ministres aura lieu jeudi matin pour l'adopter. Le PS applaudit, car avec cette lettre, la suspension de la réforme devrait bien avoir lieu. Mais pourquoi cette mise au point ? Ce matin, en Slovénie, Emmanuel Macron ne parlait, lui, plus de suspension de la réforme des retraites. Ça n'est ni l'abrogation ni la suspension, c'est le décalage d'une échéance. Sur ce sujet, les perspectives de référendum sont possibles, encore faut-il qu'on sache sur quoi. Alors cet épisode marque-t-il une divergence entre Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu? L'Élysée réfute, même si dans son propre camp, certains reprochent au chef de l'État un nouvel écart. Le président veut exister, mais il n'a plus la main, soupire un député macroniste. Il faut qu'il l'accepte. Tourner la page des retraites, Emmanuel Macron ne s'y résigne pas. Bien au contraire, son idée de référendum pourrait porter sur une refondation totale du système, ce qui divise à l'Assemblée. La question restera pleine entière. Comment finance-t-on, nous, aujourd'hui, le système de retraite tel qu'il existe actuellement? S'il y avait référendum, je serais assez pour plutôt revenir à la retraite de 60 ans. J'ai pas l'impression que ça soit ce que veut faire le chef d'État. Bref, j'ai l'impression que c'est quand même, là encore, une manœuvre pour finalement reculer la pression qui est sur lui. Alors, nouveau système à point ou par capitalisation, Emmanuel Macron s'est engagé à laisser le champ libre aux partenaires sociaux avant tout référendum. Et à l'heure où on cherche de l'argent partout, l'œil du 20h a enquêté ce soir sur nos très chers aéroports. À Avignon ou encore à Quimper, les régions financent de petits aéroports où il n'y a plus de passagers, plus d'avions de ligne. Ils servent notamment au transport sanitaire, aux vols militaires, mais aussi aux jets privés. Et ça coûte des millions d'euros aux collectivités. L'œil du 20h est signé ce soir Hugo Pufnet, Giona Messina et Christophe Vignal. Saviez-vous qu'en France, il y a plus de 150 aéroports? Des mastodontes parisiens qui desservent le monde, aux tout petits qui subsistent grâce aux subventions. Mais à qui profite vraiment cet argent public? L'œil a enquêté. En Avignon, voici un aéroport international. Une grande piste, de nombreux équipements et une aérogare. À l'intérieur, tout fonctionne, mais il n'y a personne. Lors de notre tournage, tout est fermé. Et quand nous tentons d'acheter un billet sur le site officiel, aucun vol n'est proposé. À la place, un message annonçant la faillite de la dernière compagnie présente ici. Tous les vols Flybe sont annulés et ne seront pas reprogrammés. Cela dure depuis plus de 2 ans. Le tarmac d'Avignon sert donc aux ULM, aux écoles de pilotage Il n'y a pas grand-chose comme trafic. Et aux jets privés, selon ces riverains opposés à l'aéroport. On a 2 petits jets privés. Il y en a un qui est immatriculé en France. Donc, ce ne sont pas des avions de ligne. Ah, ce ne sont pas du tout des avions de ligne, ce sont des avions privés. Celui-ci appartient à un Américain, multimilliardaire, patron d'un fonds d'investissement. Ces jets privés mobilisent donc des contrôleurs aériens, des douaniers qui viennent à la demande, et de l'argent public, car l'aéroport ne survit que grâce à l'État et la région. L'an dernier, selon ses comptes, il a touché 1,46 million d'euros au nom du maintien du service public, et ça irrite les opposants. On nous demande de faire des économies, tout le temps, tous les jours, à la radio, tout le temps. Et, bon, les économies, on pourrait peut-être commencer par en faire là. Face aux critiques, la région Sud nous renvoie vers le directeur du site après notre tournage. Il nous assure que l'aéroport a bien une mission d'intérêt général.
On maintient un outil de service public qui est utile aujourd'hui à la population. Donc la lutte contre les incendies, tout ce qui est transport d'organes, mise à disposition des moyens aéronautiques pour les armées. Avignon ne nous a communiqué aucune donnée précise. Mais selon les derniers chiffres que nous avons consultés, ces vols représentaient en 2022 moins de 5% de son activité. Cet argument revient pourtant souvent, comme à Quimper en Bretagne. Il y a 2 ans, faute de vols réguliers, l'aéroport est mis en faillite. Depuis, il semble abandonné, mais une société publique a été recréée. Elle va toucher près de 2,9 millions d'euros en 3 ans. Et selon cet élu écologiste qui a épluché les documents officiels, le plan des gestionnaires profitera surtout aux jets privés. Il y a ce projet qui sort de nulle part, avec une affiche claire, le tourisme d'affaires, et donc l'atterrissage de jets privés, avec même un carré VIP qui est censé être créé pour l'occasion dans l'aéroport qui était un peu vétuste. De fait, cette piste leur est bien utile. En analysant des données techniques, nous avons pu recenser en 1 an 306 vols de jets privés passés par Quimper. Des entreprises régionales, l'assureur Verlingue, l'industriel Bolloré, veulent même investir au capital de l'aéroport. Alors ont-ils fait pression sur les élus pour obtenir sa réouverture? L'aéroport refuse de répondre, la région, elle, met en avant les vols sanitaires et militaires, et elle assume d'aider la clientèle d'affaires. Les élus du Conseil régional de Bretagne sont des élus responsables, qui ne subissent aucune pression. Par contre, nous savons que, évidemment, pour pouvoir conserver des centres de décision en Bretagne, il faut avoir des infrastructures. Nous aurions bien aimé discuter de ce sujet avec Philippe Tabarot, ministre des Transports et grand défenseur de l'aéroport d'Avignon, mais il a préféré décliner nos demandes d'interview. Et c'était l'œil du 20h. Ça vous est peut-être déjà arrivé au volant. La voiture s'arrête brutalement, sans raison, alors que vous n'avez pas freiné, parfois au milieu de l'autoroute. C'est ce qu'on appelle des freinages fantômes et ils peuvent créer de véritables accidents de la route. C'est un phénomène qui inquiète les autorités après le scandale des airbags Takata, à tel point que le ministère des Transports a lancé un appel à témoignages. Catherine Rougerie, Thibaut Grosse et Pierre Véraud. Il y a 2 ans, Aurélie Tormos a vu sa vie basculer. Sur l'autoroute, sa voiture pile, selon elle, sans raison apparente. Et ça, c'est l'état de mon véhicule après l'impact. On est passé de 130 km/h à l'arrêt en quelques secondes. Et on s'est fait percuter par le véhicule qui arrivait derrière. On a fini notre course dans l'arrière d'un camion. Et dû au choc, mon ami est décédé dans cet accident. Condamnée pour homicide involontaire, elle assure que le constructeur a refusé l'expertise de son véhicule. Elle souhaite prouver qu'elle n'est pas responsable. Et j'espère qu'on va pouvoir le déterminer par des expertises plus poussées sur mon véhicule. Ces dernières semaines, des vidéos de freinage inexpliqué se multiplient. Ici, un accident évité de peu. Là, l'angoisse d'un automobiliste stoppé net. C'est pas possible, on est arrêté sur l'autoroute, c'est hyper dangereux. La voiture s'est arrêtée au milieu de l'autoroute toute seule. En réponse, le gouvernement lance un appel à témoignages pour mandater les expertises. De plus en plus de récits et de dossiers entre les mains de cet avocat. Depuis cet été, il y a une petite dizaine de personnes qui se sont manifestées. Il y a plusieurs centaines de personnes qui pourraient être concernées par cette problématique des freinages fantômes. Les cas sont très diversifiés. Ça va effectivement de la simple frayeur à l'accident mortel. Alors est-on face à un nouveau scandale Takata? Trop tôt pour le dire, mais comme pour les airbags, les États-Unis sont déjà touchés. Depuis 2018, les freinages fantômes concernent des millions de véhicules. Sollicité en France, le représentant des constructeurs automobiles ne souhaite pas s'exprimer. Et l'on en vient au grand document du 20h. Et ce soir, un témoignage très fort et une histoire incroyable. Celle de Jerry, 19 ans aujourd'hui. Mais en 2010, il a 4 ans lors du terrible tremblement de terre en Haïti et il est grièvement blessé. Notre grand reporter, Maryse Burgot,
et Stéphane Guillemot couvrent à l'époque le séisme et voient cet enfant par terre, presque agonisant. Elle convainc, Maryse Burgot, une équipe de sauveteurs français de s'occuper de lui. L'enfant, qui était abandonné dans un orphelinat, sera sauvé et adopté par une famille française de la région de Nantes. Et 15 ans plus tard, Jerry, jeune homme solaire et bien dans sa peau, est reparti pour la première fois sur les traces de son passé. Il a accepté que Maryse Burgot, Stéphane Guillemot et Yann Cadouche le suivent. Voyez ce reportage que vous n'oublierez pas. Dans cet avion pour Haïti, Jerry, 19 ans, sur les traces de sa tragique enfance à Port-au-Prince. Je cherche pas grand-chose, je cherche juste à revoir d'où je viens. Abandonné à 3 ans dans un orphelinat par ses parents haïtiens. Grièvement blessé 1 an plus tard lors du tremblement de terre de 2010. Un enfant miraculé dont nous avions alors filmé le sauvetage. La directrice nous emmène vers un enfant de 3 ans et demi. Il est blessé au crâne et aux jambes. Il s'appelle Jerry, mais lui, il est en grande souffrance. Ce petit enfant, madame, est en train de mourir. Ah, il a la fièvre, hein? Je vais lui donner du Doliprane. Une cicatrice encore visible 15 ans plus tard et d'autres plus intimes. Je crois que je suis chanceux. Hein. Je n'étais pas destiné à mourir ce jour-là et je peux être que fier de moi d'avoir survécu. Là-bas, montez le petit escalier qui est là-bas. Ce médecin ne sait pas qu'un enfant est ici en danger. Ouais, mais non, mais lui, il faut l'amener à l'hôpital. Il va mourir, ce médecin. Non, il parle, hein. Non, mais il va mieux, hein. Je vous garantis. Il va pas mieux. Jerry a survécu et vit près de Nantes, puisqu'il a été adopté par des parents français. Il revient pour la première fois en Haïti 15 ans après le tremblement de terre. C'est à moto que nous partons avec lui sur les traces de sa petite enfance. On va à l'orphelinat de quand j'étais petit et on va voir Mamie Jean-Jean. Et j'espère que ça va bien se passer. Hein. Circulation infernale. Et soudainement, ces rues désertées. Le contraste est frappant. Car pour rejoindre l'orphelinat, il faut traverser d'immenses zones que la population a fui. Les gangs y sèment la terreur et brûlent tout sur leur passage. Dans ces quartiers tenus par les bandes criminelles, il faut tourner discrètement. Pour protéger Jerry, pour être le moins repérable possible, changement de moyen de transport. Jerry n'est pas intimidé, il est heureux. Tu la reconnais? Bien sûr, je me souviens. Je me souviens complètement. Comment est-ce que tu l'appelais déjà? Mamie Jean-Jean. La directrice de l'orphelinat est toujours la même, 77 ans aujourd'hui. Il y a 15 ans, elle répertoriait les enfants tués sous les décombres. J'ai inventorié 53. 53 décès. Décès, pour le moment. Mais je n'ai pas terminé encore. Ça va? C'est toi, Jerry? Oui, c'est moi. Ah, c'est terrible. Vous allez bien? Laisse-moi te faire un bisou quand même. Vous allez bien, madame? C'est Mamie Jean-Jean. Bien sûr. Mon Dieu, quelle affaire, hein? Voir Jerry, c'est un miracle. Et je suis contente de t'accueillir chez toi. Merci. Merci. Ah oui. 15 enfants attendent ici aujourd'hui d'être adoptés. Mais la situation sécuritaire rend les démarches administratives impossibles. Ces orphelins espèrent pourtant et voient en Jerry la possibilité d'une autre vie. C'est un peu moi quand j'étais petit, quoi. Et j'espère que eux aussi pourront un jour avoir une vie comme moi, même si peut-être qu'ils sont bien ici, mais je pense qu'il serait mieux, par exemple, s'ils seraient adoptés ou quoi que ce soit. Comme toi, tu l'as été en France. Ouais, c'est ça. Cette France, où il est arrivé quelques mois après le tremblement de terre, il avait 4 ans.
Aujourd'hui, son rire solaire contamine ses amis. Ses parents adoptifs français très aimants ont préféré ne pas être filmés. Mais ils ne lui ont rien caché de son histoire. Quand il avait 10 ans, ils ont décidé de lui montrer le reportage. Des choses que je savais pas. Genre, je vous connaissais même pas. Et c'était un peu choquant. Parce qu'elles sont dures, ces images, quand même, de toi à 4 ans, blessé grièvement. Ouais, c'est ça. Mais le principal, c'est que je m'en sois sorti. Ses parents adoptifs, comme ses amis, l'ont encouragé à faire ce voyage vers Haïti. Jerry, je ne pourrais pas dire qu'il en a, enfin, qu'on ressent vraiment que c'est quelque chose qui lui manque dans sa vie, mais on sait que ça lui fera forcément du bien. Parce que je pense qu'il ne se connaît pas à 100%. Je pense qu'il y a quand même une toute petite partie qui reste à découvrir, à redécouvrir du coup, et qui est cette partie haïtienne. Cette petite enfance haïtienne a commencé ici, à Cité-Soleil, l'un des bidonvilles les plus pauvres de Port-au-Prince. C'est là que vit le père biologique de Jerry. Jerry le sait, car ses parents français lui ont tout dit sur ses origines. Mais veut-il vraiment voir ce père dont il ne se souvient pas du tout? Il ne sait plus. Qu'est-ce que tu as décidé finalement? Bah, j'ai décidé de ne pas le voir. Genre, ça va me servir à rien. Bah non, c'est mon père, mais c'est pas mon père. Voilà, pour moi, mes vrais parents, c'est ceux qui sont en France, ceux qui m'ont éduqué. C'est bien beau de me donner la vie, mais ceux qui te forment, ceux qui te donnent les valeurs et tout, c'est mes parents adoptifs. Nous allons donc rencontrer le père sans Jerry. À notre arrivée, sa mère biologique est là, elle aussi. Le couple est séparé, mais elle est venue dans l'espoir de rencontrer ce fils qu'elle a eu à 15 ans. Le père avait donné l'ordre de le déposer à l'orphelinat. Il y avait déjà trop d'enfants, ils étaient trop pauvres. Oui, c'était très difficile d'accepter cette décision. Mais j'étais une adolescente, presque une enfant. Et j'étais avec cet homme à ce moment-là. Dans la maison, des photos de Jerry et de sa petite sœur. Elle vit avec lui en France, puisqu'ils ont les mêmes parents adoptifs. Une pièce minuscule et ses adultes, attristés de ne pas voir Jerry. Alors il décide finalement d'aller les rencontrer. Un moment d'intimité sans notre caméra. Quand Jerry revient, il a retrouvé son sourire. Finalement, tu as décidé d'aller les voir tout seul. Oui, voilà. J'ai décidé. Je m'attendais pas à ça, mais voilà, je suis un peu content quand même. Et voilà, c'est des émotions, mais je regrette pas. Et puis voilà, ça leur a fait plaisir et moi aussi, j'ai bien aimé leur faire plaisir, voilà. Ah oui, c'était plus pour leur faire plaisir à eux. Ouais, parce que genre, on n'éprouvait pas le besoin réellement, mais genre, je suis content de les avoir vus quand même. Voilà. Jerry, choqué par le dénuement de ses parents biologiques. Cette extrême pauvreté à laquelle il a échappé. Dans ce camp de réfugiés, il comprend combien son destin aurait pu le conduire à vivre dans les mêmes conditions que ses familles. Vous êtes parti à cause des gangs? Oui. Les gangs ont brûlé la maison de ce père de famille. Avec ses 3 enfants et son épouse, ils vivent donc désormais dans 2 mètres carrés entre ces tôles ondulées. C'est inhumain et la situation elle est catastrophique, vraiment. C'est triste, c'est très triste. Ça te convainc plus qu'il faut réussir? Qu'est-ce que ça change de ce point de vue? Ouais, quand on voit tout ça, bah, je suis obligé de réussir, je n'ai pas le choix. Et ouais, c'est une source de motivation. Pourquoi? C'est-à-dire? Bah, parce que je dois réussir pour tous les enfants qui sont là et qui n'ont pas cette chance d'être en France. Retour sur les images de 2010. Ce n'est pas réglementaire pour ces hommes de la sécurité civile de transporter un enfant blessé dans une voiture normale. La nôtre fera l'affaire. Pendant le transport, Jerry boit de l'eau à la seringue. L'urgence, c'est de le réhydrater. Jerry,
Tu veux boire un peu plus? Oui? T'as soif? Oui. Quand j'étais petit, c'était assez compliqué. Il y a eu pas mal d'opérations, tout ça, quand j'étais petit. Mais maintenant, ça va mieux. Et c'est une force, mes cicatrices. Genre, elles sont cachées, mais j'aime pas trop en parler, mais je sais que quand même c'est une force. Ça fait un peu guerrier. Et voilà, moi j'aime bien. Et quand on te dit, c'est quoi cette cicatrice sur ton visage, est-ce que tu racontes les tremblements de terre? Non, je raconte pas trop. Ah, je dis, je me suis fait attaquer par un tigre, et, un truc comme ça. Ça fait rire les gamins, et moi ça me fait rire aussi. On se dit au revoir? Mon Dieu. Chérie, mon amour. Merci. Jerry, ou l'histoire d'une existence arrachée au chaos d'un abandon et d'un tremblement de terre. Je te souhaite du courage, chérie. Merci, mamie. Un jeune adulte qui trace sa route et que rien ne semble ébranler. Bonsoir Maryse Burgot. Bonsoir Léa. Et merci pour ce magnifique reportage. Comment vous l'avez retrouvé, Jerry? Mais en fait, Léa, je ne l'avais jamais vraiment perdu de vue parce qu'il y a 15 ans, quand nous rencontrons Jerry sur ce trottoir, c'est un enfant qui est en fait en passe d'être adopté par des parents français. Et ces parents français sont évidemment très inquiets. Ils n'ont pas de nouvelles depuis le tremblement de terre. Et nous, à France Télévisions, nous les appelons et nous leur disons que ça va. Et nous les prévenons avant la diffusion du reportage. Et puis, le temps a passé, Jerry a grandi. Moi, je suis restée en contact avec les parents et je l'ai rencontré pour la première fois il y a quelques semaines. J'ai découvert cet adulte pétillant, plein de vie. Et il m'a dit que son rêve, c'était de retourner en Haïti. Et je lui ai dit, mais on y va ensemble, alors. Et vous savez, dans une vie de reporter, c'est quand même assez rare des moments comme ceux-là. Et je crois que ça nous touche parce que c'est une histoire universelle, l'histoire d'un destin, un enfant pour qui quand même tout commence très très mal. Il est victime du tremblement de terre, il est abandonné par ses parents et puis il a quand même ce sourire grandiose. Des reportages, vous le dites, vous en avez fait partout dans le monde, des rencontres, vous en avez fait des très fortes, mais cette histoire de Jerry, depuis toujours, Maryse Burgot, elle est chère à votre cœur, très particulière. Oui, d'ailleurs, Léa, j'ai gardé cette seringue. Dans les images, on voit la femme médecin qui donne de l'eau avec cette seringue à Jerry parce qu'il est déshydraté. Cette seringue, moi, je l'ai toujours gardée un peu comme un talisman. J'ai toujours eu l'impression naïvement que si je la gardais dans mon environnement, eh bien, Jerry pourrait grandir sereinement. Et vous savez, pour mon équipe, comme pour moi, c'était un reportage très touchant. On avait tous très envie que Jerry survive dans ce marasme du tremblement de terre d'Haïti, qui était quand même un tremblement de terre totalement hors norme. Et de le voir aujourd'hui comme il est, eh bien, ça me rend, moi, et ça nous rend, je crois, sacrément optimistes. Merci beaucoup, Maryse Burgot. Et gardez donc cette seringue que vous gardez depuis 15 ans. Un talisman pour Jerry, un talisman pour vous également. Merci infiniment pour ce reportage. Regardez à présent, encore une belle histoire, cet incroyable exploit de 2 alpinistes français dans l'Himalaya. Ils sont parvenus à gravir un sommet de 7500 mètres réputé infranchissable, le tout sans oxygène et sans Sherpa. Benjamin Védrine et Nicolas Jean, c'est leur nom, reviennent pour nous sur cette folle aventure. Marianne Buisson. Un géant de l'Himalaya nommé le Januest. 7468 mètres de légende, jusque-là infranchissable. Alors quand Benjamin Védrine et Nicolas Jean arrivent au sommet, l'épuisement. On l'a eu. Et les larmes. On a tellement donné. Leur ascension a duré 3 jours. Silhouette minuscule, cramponnée à la paroi, aussi vulnérable que puissante. Putain, la goulotte de l'espace, quoi. Mythique. Ouvrir une voie sur un sommet complètement vierge, sans oxygène, sans aide extérieure, sans Sherpa, sans corde fixe non plus, évidemment que ça représente une forme de Graal. À cette altitude, l'oxygène se fait rare. Il fait -20 degrés la nuit.
creuser dans la neige pour installer la tente. Abri du vent. Ma petite tente. L'exploit se joue à 2. Nicolas, il n'arrive plus trop à avancer là. Ici, sur cette arête étroite, tout peut arriver. La symbiose doit être parfaite. On évolue souvent sans aucune protection. Et c'est pour ça qu'on considère faire du solo à 2. Si l'un tombe, l'autre tombe aussi. On a la vie de notre copain entre nos mains. Quand ils sont arrivés au sommet, les Français n'ont pas planté de drapeau. J'y croyais pas. Ils se sont simplement assis. Une trace éphémère au sommet qui restera dans l'histoire de l'alpinisme. Et on reste dans la montagne avec les choix du 20h ce soir. L'invité du jour est un alpiniste, un professeur de sport qui est devenu un véritable phénomène de librairie avec son livre « Son odeur après la pluie » il y a 2 ans où il racontait son histoire d'amour incroyable avec son chien. C'est un livre qui a été vendu à plus de 700 000 exemplaires, qui a été le coup de cœur des libraires, qui a eu un bouche à oreille incroyable, qui a été traduit en 17 langues et qui a inspiré une BD, une pièce de théâtre et un film à venir. Bonsoir Cédric Sapin-Defour. Merci d'être avec nous ce soir. 2 ans après cet immense succès, vous revenez avec ce livre-là, Où les étoiles tombent, un récit fort, vibrant sur l'accident de votre femme Mathilde après une chute en parapente. Le terrible accident, on va y venir. Mais d'abord, comment vous avez vécu cet immense succès, aussi fulgurant qu'inattendu pour un prof de sport dans sa montagne il y a 3 ans encore? À la fois, ça change tout, parce que ça vous donne la possibilité de réorganiser votre vie, de lui donner la direction que vous voulez, puis de disposer de ce luxe qui est le temps libre. À la fois, ça ne change rien, parce que moi, l'ossature de mon existence, et puis la sève qui l'anime, c'est de vivre dans ma petite vallée de montagne avec mes proches, et à m'adonner à des plaisirs tout simples. Puis vous savez, j'ai autour de moi des mesureurs incorruptibles de taille, de crâne et de cheville. Si ça grossit un peu trop. Qui me recadrerait immédiatement s'il y avait quelques boursouflements. Donc non, c'est très plaisant à vivre, mais ça ne me fait pas vaciller. Le succès a été fulgurant, mais ce qu'on ne savait pas, Cédric Sapin-Defour, c'est qu'en parallèle, vous viviez un véritable drame, une véritable épreuve que vous racontez donc dans ce nouveau livre. Votre femme Mathilde a subi un très grave accident de parapente. Alors, vous connaissez tous les deux très bien la montagne, vous la sillonnez tous les deux, sauf que voilà, ce jour-là, c'était il y a 3 ans, elle a failli mourir. Elle fait une chute de 100 mètres, 11 vertèbres cassées, 20 côtes cassées, la moelle épinière est touchée et soudainement, votre vie à tous les deux va basculer. Vous racontez les sentiments qui vous traversent et qui traversent tous les aidants au moment où ils basculent, leur vie bascule, et ils deviennent l'aidant d'une femme qu'ils aiment. La culpabilité, la peur, les sentiments contradictoires, pas toujours très beaux, les sentiments, et à la fin, quand même, l'amour, la résilience et le goût de vivre. Oui, l'amour, moi je n'avais que ça à disposition. Je sais qu'il est plus aujourd'hui favorable d'exprimer une forme de méfiance vis-à-vis du sentiment amoureux, de sa durabilité, mais moi j'ai ça à disposition en forte dose pour accompagner Mathilde, l'aider, j'en sais rien, mais en tout cas l'accompagner, accompagner sa vitalité. Mais comme vous le dites, l'amour, ça ne suffit pas, et l'amour, ça vient se cogner à d'autres émotions, à d'autres sentiments, à de la culpabilité, à de la fatigue, à de l'agacement, à de la colère, à tout cela. Et c'est une gesticulation. En fait, on fait ce qu'on peut et on apprend chaque jour. Et c'est ça que vous racontez dans ce livre-là. Vous écrivez à la faveur de l'épreuve et de ses abrasions, on fait connaissance avec soi-même. Et ce n'est pas la plus anodine des rencontres. Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous que vous ne saviez pas face à cette épreuve avec Mathilde? Déjà que je l'aimais plus que tout et qu'une vie sans elle n'était pas envisageable. Déjà, ça, c'est quand même un vacillement. S'il lui était arrivé au-delà de graves blessures, je ne sais pas ce que j'aurais fait. En fait, j'aurais été perdu. C'est vrai que c'est un moment où, sans phare, dans la vie de tous les jours, on peut gesticuler, on peut se cacher un petit peu, on peut faire semblant. Là, non, on se retrouve face à soi-même avec ses talents, avec ses ressources. Il en faut pour aider l'autre, pour vitaliser l'autre, pour que vos ressources ruissellent jusqu'à elle, mais avec vos lacunes, avec vos manques, avec votre inexpérience, heureusement, dans cet affrontement. Comment va Mathilde aujourd'hui, 3 ans après l'accident? Et est-ce qu'elle a aimé le livre?
Mathilde, elle se consacre avec gourmandise à cette vie supplémentaire. Elle se resserre de brioche à la praline, de balades en forêt, enfin de ces choses qui peuvent paraître anodines. Mais quand on a frôlé la mort, ce sont des luxes. Et elle a lu le livre. On la voit là sur les images, Mathilde derrière vous. Et elle a lu le livre, ouais. Elle a lu le livre et moi qui me posais la question de la pertinence de la publication, lorsqu'elle a lu le livre et lorsque j'ai vu ce que ça procurait comme épaississement en elle, parce qu'en fait, dans toutes les séquelles qu'il y a après un accident, il y a les séquelles physiques, il y a le dos cassé, mais la plus dégueulasse de toutes, c'est la perte de la confiance en soi, c'est la perte de l'estime personnelle. Il me semble, d'après ce qu'elle me dit, que la lecture de ce livre et le fait que ce soit partagé par le plus grand nombre, en fait, ça vient lui donner des raisons de considérer que sa vie est estimable. Donc là, c'est suffisant pour justifier cet objet que vous avez entre les mains. Un livre d'amour où les étoiles tombent, c'est chez Stock, récit bouleversant, parce qu'on a tous été, à un moment de notre vie, aidants ou aidés. Je suis sûre que ça touchera beaucoup de monde. Merci d'avoir été avec nous. C'est chez Stock. Merci infiniment. C'était les nouvelles du monde dans ce mardi 21 octobre. On continue le décryptage de l'actualité avec Alban Mikosi qui vous emmène sur le terrain sur France Info Canal 16. Tout de suite, la météo d'Aaron Tanzit, suivi du documentaire Voir l'automne, une saison en France, réalisée par Jérémy Frey avec Yann Arthus-Bertrand. Demain, 6h30, Télématin avec Louis Eklund et Samuel Olivier. À 13h, Mélanie Taravant. À 20h, vous avez rendez-vous avec l'excellent Jean-Baptiste Marteau. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une petite semaine et vous souhaite une très très belle soirée sur France Télé. Merci à vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info Canal 16.